dernière personne. Donc, Thomas Egli, qui va nous présenter la ONG Objectif Sciences Internationales. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, je vais vous présenter un petit film de 80 secondes, 1 minute et demie, pour vous expliquer le concept. Et puis après, on vient un peu dans les détails. Si je faisais un voyage qui sert à quelque chose. Eh bien, viens chez OSI. Ah oui? C'est quoi? Objectif Sciences Internationales. C'est une ONG présente sur tous les continents qui a le statut consultatif auprès de l'ONU et qui organise des séjours scientifiques accessibles à tous. On y apprend par la pratique. Ces actions d'éducation aux sciences te permettent d'agir pour l'environnement et le développement durable. Par quel moyen? En suivant les panthères des neiges dans la montagne, en fabriquant des robots, en grimpant dans la canopée des grands arbres, en observant des baleines au milieu des océans. Attends, ça fait rêver, hein. Mais alors, en quoi c'est utile? Ces séjours ou ces expéditions te permettent de réaliser des observations, des mesures, des prélèvements ou encore d'élaborer des prototypes en suivant une vraie méthode scientifique. Ok, mais alors, pourquoi faire? Toutes ces données collectées et ces réalisations rendent service à des programmes de recherche mis en place avec des scientifiques, ce qui permet de répondre à des problématiques actuelles en faisant avancer la connaissance. Non, ce sont les scientifiques qui font tout ça alors. Non, ce sont les participants, comme toi. Et les chercheurs t'invitent à les suivre dans leur aventure. Génial! Et comment ça va changer le monde? Ça nous permet de tous nous impliquer pour la connaissance et la préservation de la planète. Et comme a dit le commandant Cousteau, on protège ce qu'on aime, or on aime ce qu'on connaît. Super! Quand est-ce qu'on part? Voilà, donc ça c'était en quelques secondes. Et maintenant quelques informations un peu plus factuelles. Donc c'est une ONG qui a... ça marche pas? Voilà, une ONG qui a son siège à Genève et qu'en fait c'est une fédération d'associations nationales. Donc il y a une association en Suisse, une association en France, au Canada, etc. Depuis 92, c'est quand on a fait les premières activités de recherche, en l'occurrence sur le lac Léman, en sonde immergée et en télédétection infrarouge fausse couleur par cerf-volant. Donc c'est il y a déjà plus de 30 ans, bientôt 35. Et on a depuis 2011 le statut consultatif auprès de l'ONU, ce qui nous permet d'introduire en fait le concept de recherche participative dans les solutions proposées. Donc la recherche participative, c'est pas uniquement de la mobilisation de citoyens et de la sensibilisation, mais c'est vraiment de les mettre en situation de chercheurs sur l'intégralité des étapes de la recherche, du dimensionnement de la question jusqu'à l'analyse des résultats des expériences qu'ils ont menées eux-mêmes. Et c'est vrai que ça peut aider aussi bien des pays du Nord que des pays du Sud dans les politiques gouvernementales pour le développement durable. Mais il y a aussi le format de la pédagogie de projet qui permet de réussir l'éducation. Donc ça intéresse un peu tous les pays. Donc pour l'instant, on n'est pas sur tous les pays, mais on est sur tous les continents. Et l'idée, c'est vraiment de toucher absolument tout le monde, tous les types de publics, dans tous les domaines scientifiques. Alors aussi bien astrophysique que biodiversité, paléontologie, minéralogie, électronique, etc. En partenariat avec des institutions, alors suisses, françaises, canadiennes, ça dépend des pays dans lesquels on est. Et les équipes qui encadrent les jeunes vont s'assurer de les monter en implication pour que ce soit leur projet, ça c'est très important, et pour qu'ils en soient capables, donc en termes de maîtrise des outils, de la méthode, ce genre de choses. Donc dans les équipes, on va trouver autant des scientifiques que des personnes de la médiation, de l'éducation, de l'enseignement, et ensemble, de l'animation, et ensemble, en fait, ils vont faire l'intégralité du job. Il n'y a pas des heures avec des scientifiques ou des heures avec l'animateur. C'est tout le monde. Donc ça change tout, hein, de pouvoir se brosser les dents avec un astrophysicien. Ça ouvre complètement les possibles. On se retrouve avec des enfants qui peuvent être auteurs d'articles en revue avec comité de relecture.
des adultes aussi bien sûr, donc des non-scientifiques qui sont auteurs ou contributeurs. Et le dernier point là qui vient d'apparaître en jaune en bas à droite, c'est hyper important chez nous parce que l'objectif c'est d'arriver à élargir au maximum le nombre de citoyens qui vont s'impliquer. Et donc on va aller sur les formats sur lesquels il y a déjà de la demande. Donc on va aller sur le voyage scolaire. Et là, on va dire aux enseignants, ça va permettre d'illustrer tel ou tel objectif du programme scolaire. Et puis, sur ces voyages scolaires, ils vont participer à une recherche qui dure plusieurs années, mais chaque voyage va avoir son but, son début et sa fin, et ainsi de suite. Alors, résultat, sur les expéditions solidaires pour les adultes, sur les camps de vacances pour les enfants, pour les ados, sur les séjours linguistiques, où on va faire un projet de recherche scientifique, ce genre de choses. Donc ça, c'est un exemple de l'expédition qu'on mène depuis 2006 au Kyrgyzstan et maintenant au Népal depuis quelques années sur les traces de la panthère des neiges. Donc on a des non-scientifiques dès l'âge de 11 ans avec leurs parents ou dès l'âge de 16 ans seuls qui vont là-bas. Donc on a aussi des 65 ans, voilà. Et puis ils reviennent avec des empreintes géolocalisées, des crottes qui vont être analysées en ADN, des poils et des pièges photos. Donc là, par exemple, c'est une photo qui a été prise par un piège photo. Tout ça, ça amène énormément de données. Donc il y a des articles qui sont sortis avec des éléments qui permettent de connaître l'évolution de la population de panthères. Et finalement, on s'est rendu compte avec ce projet que là où c'était complémentaire par rapport à la recherche académique, c'est que ça allait assurer une stabilité, une durée dans le temps. C'est-à-dire que tous les ans, on a des citoyens non scientifiques, mais qui sont montés en capacité pour faire correctement le job, qui viennent en fait de juin à octobre, et ceci sans arrêt. Donc c'est sûr que ça vient compléter des actions qui peuvent être ponctuelles grâce à des post-docs ou des PhD qui peuvent venir tous les 3 ans pour une mission d'1 mois. Là, c'est vraiment hyper intéressant. Il se trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin pour ça. On a la même chose dans le Val d'Anivier, juste à côté d'ici. On a des enfants de 7 ans qui maintenant ont recensé plus de 1200 espèces formellement dans cette vallée, qui a été entièrement quadrillée, ça fait maintenant 10 ans. Donc on va pouvoir recommencer et faire des évolutions, des suivis statistiques. L'idée, c'est de voir s'il y a ou pas, et si oui, dans quel sens, une évolution de la biodiversité en fonction du retour du loup. Donc c'est couplé avec d'autres séjours qui ont lieu en hiver sur le suivi du loup, et puis qui ont lieu en été sur le climat, un séjour qui s'appelle Nature au sommet. Et tout ça, après, c'est des informations qui sont mixées. Donc, résultat, il y a des formats pour les adultes, des formats pour les écoles, des formats pour les enfants, ce genre de choses. La raison pour laquelle aujourd'hui je voulais vous parler, c'était pour vous présenter ce projet. Cette modélisation-là, c'est une première en quelque sorte. Il s'agit d'un glacier, le glacier de Moiry, que des enfants, des adolescents ont réussi à mettre en 3D, donc en photogrammétrie. Et c'était particulièrement compliqué parce que la glace renvoie la lumière. Et ils ont fait ça avec des drones pendant des années, ils n'y sont pas arrivés. Et maintenant, c'est le résultat qu'ils ont pu faire à partir des données de l'année 2022. Voilà, donc derrière une image comme ça, qui est sympa, bon, en réalité, c'est de la donnée surtout. C'est-à-dire qu'on est capable de comparer les volumes d'une année à l'autre, les surfaces, et puis tout un tas d'autres informations également. Donc ça, en soi, c'est une première, d'avoir réussi à faire le glacier en entier, parce que c'était vraiment n'importe quoi. Il y avait des trous de tous les côtés. C'est compliqué, la glace. Et donc, on est très fiers que ce soit des ados qui aient réussi à faire ça, avec leurs animateurs, bien sûr. On veut aller un peu plus loin, et c'est l'appel de cette présentation. On voudrait déjà proposer la reproducabilité de l'expérience, c'est-à-dire que d'autres personnes puissent arriver à reproduire cette photogrammétrie de la glace sur des glaciers avec des citoyens. Donc là, il y a une collaboration à faire, bien sûr, pour donner la méthode à tout le monde. Et puis après, on aimerait aller plus loin avec éventuellement la précision au millimètre, si nécessaire, et surtout la dissémination de programmes de recherche citoyenne des drones pour le climat. Partout où il y a des glaciers, en fait. Et par exemple, là, c'est écrit Land Surveyors, donc c'est les géomètres. On a pensé à passer éventuellement par le réseau des géomètres, puisque les géomètres ont une association nationale dans tous les pays. Ils ont une association internationale qui elle-même est membre de l'UNESCO, ce genre de choses. Donc, un moyen de
spread the word et puis de voir un peu qui pourrait décider de partir sur le terrain, de faire une première, puis de mobiliser des écoles ou des étudiants dans son pays. Voilà. Et juste avant de passer aux questions, aux remarques, on peut passer à la petite vidéo qui a eu lieu sur la RTS il y a 2 ans. De jeunes scientifiques en herbe et le glacier de Moiry en perspective. Un glacier qui recule année après année, des chutes de glace toujours plus nombreuses, l'eau qui s'infiltre un peu partout à la surface. Ces jeunes sont venus observer la situation de ce géant de glace. Je voulais vraiment découvrir l'évolution des glaciers. Pour moi, c'est important parce que comme ça, on réalise que le réchauffement climatique impacte la planète. Le responsable de ce camp cherche à mettre au point un protocole scientifique pour cartographier les glaciers avec l'aide de drones bien spécifiques. On a sélectionné 3 points sur le glacier où on va aller récolter la latitude, la longitude et l'altitude de ces points pour pouvoir les retrouver exactement les mêmes l'année prochaine pour voir l'évolution du glacier à travers le temps. Des mesures et autres observations qui permettent de constituer une banque de données utile pour la communauté scientifique car la situation est critique. Alors là, vraiment ce qui est très alarmant, c'est le bas de ce glacier. Normalement, on avait la langue qui était fixée ensemble, qui était reliée. Ici, on voit qu'elle est séparée en 2 parties. Il y a énormément d'eau qui coule, contrairement aux autres années. Et on voit aussi sur le mur du glacier d'autres pans de murs qui sont tombés. Par exemple, à gauche, on voit 2 énormes cascades qui n'étaient pas là l'année passée. Et on voit qu'il y a vraiment un énorme volume de glace et donc d'eau qui s'est effondré de ce glacier. C'est un mauvais signe parce que si les glaciers commencent à disparaître, ça veut dire qu'il fait beaucoup plus chaud en hauteur et que ça signifie que la planète s'est beaucoup réchauffée. Ce travail citoyen unique est mené par l'ONG Objectif Science Internationale qui voit ces démarches valorisées. Ces images impressionnantes qui ont lieu en Italie, mais aussi au Kirghizistan récemment, ça fait prendre conscience et en plus ça nous donne encore plus de légitimité pour observer ces glaciers et ces phénomènes. Parce que là on est en situation qui est urgente, c'est maintenant ou jamais d'agir. Les résultats de ces travaux seront présentés en décembre à l'ONU dans le cadre du 14e Forum de Genève. Voilà. S'il y a des questions, des remarques.